Et donc il m'a toujours fait des dessins de chambres de combustion en fait, de l'intérieur des moteurs. Et en fait je vois ce concours et je me dis, je sais pas comment, je sais pas avec quoi, mais je veux concourir et je veux gagner un truc. Donc iPlug, c'est un bureau d'études pour la transition énergétique dans le yachting et la plaisance. J'aime pas être extrémiste sur les sujets environnementaux et d'écologie parce qu'il y a vraiment une réalité entre ce qu'on peut faire à l'instant T et ce qu'on aimerait faire dans quelques années. On veut mettre de l'hydrogène dans un moteur gasoil, oui on peut, mais on peut de pas mal de façons différentes. Parce que l'innovation et la décarbonation, c'est pas des mots qui vont nécessairement ensemble. On tombe très facilement dans le fameux greenwashing. Vous écoutez 360 Insight. Je suis Nathalie Royer et je vous propose dans ce podcast des conversations sans filtre avec des personnalités inspirantes qui façonnent le monde d'aujourd'hui. Du monde de la tech à l'industrie du luxe, nos invités partagent avec vous leur parcours, leurs succès. Mais ils vous livrent aussi les coulisses de leur business et les réalités concrètes de leur quotidien. J'ai une surprise pour vous. À chaque épisode, j'invite un invité mystère pour nous livrer une anecdote inédite sur notre personnalité du jour. Le yachting peut-il être écologique ? Souvent critiqué comme étant un caprice de riche, comme étant plus un mode de plaisir que de transport, c'est pourtant le pari qu'a fait Camille Lopez de s'attaquer à la motorisation des yachts et d'anticiper leur transformation écologique vers des modes de fonctionnement un peu plus respectueux de l'environnement. Et donc c'est le sujet qu'on va dérouler aujourd'hui avec Camille, qui est jeune entrepreneuse, qui est également passionnée de mécanique, mentor, tout plein de talents qu'on va pouvoir explorer aujourd'hui. Donc Camille, je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Également, merci beaucoup pour cette invitation et ça promet des échanges assez riches sur ces divers sujets. Et donc pour vous dire, j'ai rencontré Camille à un événement avec Edge International Yachting, qui est une société de management de yachts. Et Camille a fait une intervention. Alors, je n'ai absolument rien compris tellement c'était technique. Je sais pas si c'est bon signe, du coup. Si, parce que tu t'es adressé quand même à une audience de marins et c'était la première fois que je débarquais dans le milieu du yachting. C'est vrai. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même des vraies avancées technologiques et surtout un vrai enjeu environnemental. Donc là, j'ai hâte que tu puisses nous en parler. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on risque de perdre pas mal de personnes en route, qu'est-ce qui t'a amené vers ce milieu, en fait ? Si tu peux nous raconter un peu ton parcours, qui tu es, d'où tu viens. Bien sûr. Moi, je suis originaire du sud de la France, sur la Côte d'Azur. Ouais. Donc, il y a une grande ville principale pour situer, qui s'appelle Toulon, qui est un port militaire souvent connu pour ça. Donc, c'est une petite ville juste à côté qui s'appelle Sifour-les-Plages. Donc, j'ai grandi là-bas et depuis petite avec mon père, on avait un bateau, un pointu. C'est des petits bateaux en bois locaux, généralement que les touristes, chers amis parisiens, quand ils viennent chez nous, à Sanary-sur-Mer, très exactement, qui a été le plus beau marché de France d'ailleurs. C'est vrai. Donc on a ces types de bateaux-là. Et donc depuis que j'ai 3 mois, on a toujours eu un bateau, donc j'ai grandi clairement à bord. Et c'est vrai que j'ai développé vraiment un amour et une appétence pour la mer. Après j'ai pratiqué l'optimiste, le hobbycad, donc tout ce qui est cours de voile, c'est assez pareil courant dans le secteur, les années collège, lycée. Je ne connais pas du tout ces pratiques. C'est des petits bateaux. D'accord. Avec une voile. Ok. Par 2 souvent. Et donc un en catamaran, donc il y a 2 coques, l'autre en monocoque. Et voilà, c'est vraiment les années collège où on a les cours de 4 heures l'après-midi. Et nous, souvent, donc, on a toujours des options liées à la mer. En tout cas, oui, il peut y avoir du kayak, des choses comme ça qui sont faites. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet environnement marin, mais à titre personnel. Et puis, plus tard, en grandissant, j'ai passé les permis côtier, hauturier ou intérieur par pure passion en me disant... Si un jour j'ai envie d'aller en Corse par moi-même, il n'y a plus qu'à louer le bateau, mais le permis, ce sera bon. Exactement. Est-ce que tu as traversé la Corse, du coup Je l'ai fait une fois, alors accompagnée avec ma famille, mais oui, on a traversé sur un 20 mètres, un semi-rigide. Donc c'est des bateaux vulgairement avec le boudin autour. Sur un semi-rigide, aller jusqu'en Corse, c'est ambitieux quand même. Oui, après c'est des bateaux qui ont une capacité d'autonomie où on peut largement y aller. On est sur des bateaux qui ont 3 moteurs, donc si on avait une avarie quelconque, on a de quoi éventuellement avoir un moteur éteint et tourner sur les autres. Donc c'est des choses qui se gèrent sans problème et on a l'autonomie et tout ce qu'il faut. On calcule la météo par contre, puisque si vraiment on prend tempête, là c'est moins drôle. Mais sur des bateaux de cette taille-là, ça se fait communément. Après, il me semble que les semi-rigides, ils sont insubmersibles.
Oui. Théoriquement. On n'ira pas non plus tenter le diable Et par un et temps. ça met combien de temps pour aller en Corse? Alors nous, on l'a pris tranquille. On est parti de Mandelieu-la-Napoule Ouais. et on est allé à Sant'Ambrogio, donc qui est juste à côté de Calvi, au nord de la Corse. On est parti vers 10h le matin. On est arrivé sur les coups de 16h. On a navigué tranquille. Okay. Je pensais que c'était plus long. Non, et on était à 16-18 nœuds. On n'a pas cherché à faire un record de vitesse. On a profité de voir des dauphins, les baleines, des petits bancs de thon. Donc c'était... on s'est même baigné au milieu quand on n'a plus vu ni continent, ni Corse. Et c'est des super souvenirs, quoi. J'imagine. Donc voilà, ce côté vraiment attache à la mer depuis petite, par plaisir, par passion. Suite à ça, donc il y a eu le côté mécanique, c'est que depuis que j'ai 10 ans, mon père m'a toujours parlé à table, non pas de Walt Disney et d'aller à Disneyland Paris passer 4 jours, c'est pas mon rayon, c'est pas mon créneau, j'avoue. Space Mountain, à la limite, pour les sensations fortes, ouais. Ouais, préféré la mécanique. Avec toute la bonne volonté. Et donc, il m'a toujours fait des dessins de chambres de combustion, en fait, de l'intérieur des moteurs, m'expliquer comment ça fonctionne, les différentes pièces, etc. Et puis, c'est les générations où les grands-parents, arrière-grands-parents étaient mécaniciens sur des poids lourds, des choses comme ça. Donc, ça s'est transmis aussi par passion chez les petits-enfants. Donc, il m'a toujours transmis ce goût, cette appétence, bien que son métier n'ait rien à voir avec la mécanique. Et donc, j'ai grandi avec ça, c'est un univers qui me plaît, mais assez déconnecté de tout ce qui est diplôme d'ingénierie, etc. J'ai pas grandi dans ce type d'univers. D'accord. Et dernièrement, donc les 4 dernières années de ma vie, j'ai pu co-gérer un team en sport auto, notamment en karting. Incroyable. Ouais. Je savais pas ça. Et voilà, je faisais pas mal de mécanique. Donc mécanique, mais t'es aussi pilote. Alors, je roule en loisir, clairement, je faisais quand on avait besoin de faire des rodages de machines, quand il y avait besoin d'aller un petit peu tester des fois sur des pièces, des petites vibrations, pour faire du réglage. Mais je roule à niveau loisir. La partie pilote, c'était pas mon rayon à moi. On avait les pilotes du team. On avait des journées d'entraînement jusqu'au championnat du monde. Gros panel. On est parti d'un team il y a 4 ans partant de zéro. Aujourd'hui, il y a 12 pilotes dans l'équipe. Mais voilà, le côté pilotage, c'était, je préférais être un peu en backstage, à la mécanique tranquille. Et la mécanique. Exactement. C'est génial. Est-ce que, pardon, je fais du coup une aparté sur le karting. Je regarde beaucoup la Formule 1, karting, pas du tout. Mais donc, tu as quand même les championnats du monde. Et donc, ton équipe était présente au championnat du monde. Et tu as une douzaine de pilotes dans une équipe? Oui, alors le nombre de pilotes, il n'y a pas vraiment de limite en fait dans le team. Donc quand on monte un team, après c'est à nous de décider si on veut faire juste par exemple de l'entraînement classique, si on veut faire, donc on faisait les championnats régionaux, championnats nationaux, Europe et mondial. Et après, en fait, en karting, il y a beaucoup de catégories de types de machines. C'est un petit peu comme en voiture. Donc il y a la Formule 1, il y a les catégories, si on peut vulgariser en disant les berlines, donc c'est des voitures, des hypercars qu'on voit sur la route, mais version course. Que ce soit des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini. Donc il y a beaucoup de catégories. En karting, c'est la même chose. Et on choisit du coup quelle catégorie on a au sein du team et ensuite quel championnat on veut faire. Et sur les 12 pilotes, on en avait qui couraient au mondial, on en avait qui faisaient que des championnats régionaux. Donc il y avait différents niveaux avec différents âges aussi, donc des plus jeunes, un des plus jeunes qui avait 10 ans exactement. Et voilà, et jusqu'à des plus âgés, qui a une quarantaine d'années, je veux pas trop le vieillir. Donc un panel assez varié. Complètement. Et en côté mécanique, vous êtes combien pour une équipe? Généralement, c'est un mécanicien par machine. Nous, après, on était 2 gérants au niveau du team. Donc, dès qu'il y avait quelque chose d'un peu plus touchy, ou ma grande spécialité, c'était un peu les yeux qui traînent partout. Donc, quand il y avait un petit plombage de câble d'accélérateur qui commençait à fatiguer au niveau du carburateur, ça, c'était mon dada d'aller repérer. Puisque le pilote qui casse le câble d'accélérateur en pleine manche du mondial, c'est dans ma conception de la vie, ça ne s'accepte pas. Donc, il y avait beaucoup de détails. Tu parles chinois. Pour pouvoir accélérer tout simplement. Quand ça casse, ça n'accélère plus, donc ça s'arrête. Et on perd la course. C'est beaucoup plus clair. Exactement. Donc voilà, tous ces sujets-là, c'était un peu ma patte d'avoir vraiment les yeux qui traînent pour le moindre petit détail, la moindre pièce qui commencerait à fatiguer, la chaîne par exemple, ce qui entraîne du moteur jusqu'aux roues. Les chaînes, quand elles vieillissent, elles deviennent dures à des endroits par exemple. Mais sauf qu'en championnat, nous, vieillir, ça peut être après 2 sessions de 15 minutes, en fonction de ce que le pilote a fait sur la piste, si ça s'est décalé au niveau des alignements, en gros, s'il a pris ce qu'on appelle les vibreurs, donc tu sais, c'est les bords de virage rouge et blanc.
Voilà. Donc s'il a pris un vibreur un peu trop fort, on peut avoir aussi un décalage ou la chaîne qui a durci. Et c'est des choses qu'on surveille en fait constamment pour éviter le moment où, une fois de plus, ce qu'on appelle un point dur, il va être tellement important que la chaîne vient casser pendant la manche. Donc pareil, on finit avec le pilote au milieu de la piste, ça s'arrête là, quoi. Ok. Mais par contre, toi, t'interviens entre chaque course, mais pas pendant les pit stops comme tu peux avoir en Formule 1. Alors, en karting, il y a 2 univers. On a les courses sprint et les courses d'endurance. Quand on fait de la course sprint, donc comme on a pu voir aussi en MotoGP d'ailleurs, ils ont aussi une autre catégorie et la course sprint. On part, en Formule 1. on fait... Oui, complètement, c'est pour ça. Il y a les deux, dans pas mal de catégories, même en berline, etc. On a de la course sprint. On part, on fait la manche et on rentre. Et après, il y a les courses d'endurance, où là, pour le coup, on va rouler plus longtemps et on va avoir des passages au stand obligatoires. Et donc, les courses d'endurance, la plus longue qui a été faite, c'est une 42 heures. Donc, extrêmement longue. Ouais, effectivement. Il y a quelques années, depuis, ça a été interdit. Ils estiment que c'est un peu trop demandé à l'homme, après. Question de point de vue. Mais donc, il y a ces 2 types de courses. Nous, sur le championnat, sur les machines de compète, on était sur des courses de sprint. Et après, on a fait des courses d'endurance en 4 temps. Donc, c'est un autre type de karting. C'est ceux que tu peux louer si tu veux aller faire du karting avec des amis. Et même dans ces catégories-là, tu as les championnats du monde aussi. Et là, tu as des courses beaucoup plus longues, donc entre 6 heures, 12 heures, 24 heures. Mais nous, c'était vraiment un gros focus sur la sprint. Donc après, c'est d'emmener les pilotes en pré-grille, faire tous les enregistrements administratifs. Quand tu fais un podium, on va te dire, par exemple, là, il faut prendre cette pièce du moteur, l'emmener à la technique, et on démonte tout. Donc quand on avait ça, j'allais et je faisais la mécanique demandée. Quand c'était vraiment des parties internes du moteur, on avait le motoriste avec nous qui, lui, du coup, allait le faire, puisqu'après, toute la préparation interne moteur, c'est fait par des pros. Au-delà de ça, c'est que c'est des personnes, ça fait 40 ans qui sont dans les motorisations, donc qui préparent tout, aux petits oignons. Ouais. Exactement. Et voilà, tout ce qui est suivi de la machine, enfin vraiment de A à Z pour que ça roule un week-end et qu'il n'y ait pas de casse, en tout cas, venant d'un défaut d'entretien mécanique. Voilà, si ça casse, c'est parce que le pilote il s'est accroché, mais qu'en tout cas, on ne perde pas quelque chose parce qu'on a juste failli sur une vérification de chaîne, de câble, tout ce qu'il peut y avoir sur la direction, ça peut se voiler légèrement, on perd de l'efficacité si on s'en rend pas compte, enfin c'est tous ces éléments-là. Donc la mécanique, gros univers de ma vie qui est arrivé par passion aussi en parallèle. Et le point qui vient toucher ces sujets environnementaux, c'est l'équitation. Donc depuis que j'ai 4 ans, donc ça fait 24 ans maintenant, que je fais de l'équitation, donc j'ai mon cheval. Et en fait, à Sifour, quand on sort en forêt, on est vue mer. Donc que ce soit en bateau ou à cheval, j'avais constamment cette vue mer. Et je me disais quand même, 12, 13, 14 ans, c'est vrai qu'à la télé, ils parlent de pollution, mais j'ai l'impression que les nuages à l'horizon, avec mon vocabulaire de 12-13 ans, il grossit quand même au fil du temps, c'est drôle. Plus petite, j'avais pas ce souvenir, puis ça devient un peu marron quand même. Et en fait, ça a germé comme ça, de me dire juste sans être... C'est parti d'un nuage ? En fait, c'est la couche de pollution qu'il y a au-dessus du niveau de la mer. Ok. Et que moi, j'appelais ça un nuage un peu marron, là, qui est pas top. Parce que moi, je vois plutôt la ligne d'horizon. Souvent, c'est un petit peu blanc, voilé autour. Et quand tu observes vraiment avec tes... On voit que c'est pollué. Et à l'inverse, quand on est en mer et qu'on regarde la terre, on se dit... C'est pareil. Ah ouais, c'est pas très joli, quand même. Ok. Mais ça a été, sans être... j'aime pas être extrémiste sur les sujets environnementaux et d'écologie, parce qu'il y a vraiment une réalité entre ce qu'on peut faire à l'instant T et ce qu'on aimerait faire dans quelques années. Donc je veux pas être sur un discours moralisateur, ou c'est pas le propos du tout. Et ça a germé comme ça, en fait, en se disant, ah ok, c'est peut-être pas juste à la télé, ou c'est peut-être pas juste la politique qui en parle, mais il y a quelque chose. Et donc j'ai grandi avec ce côté-là. J'ai un père qui est très on va pas surconsommer pour rien, on va pas acheter 3 pantalons s'il y a besoin que d'un pantalon, sans être idem dans l'extrême opposé, mais juste on achète ce dont on a besoin, on y fait attention, on entretient nos affaires, on va pas faire de l'hyperconsommation. Donc comme Disneyland Paris, aller faire les boutiques en long, en large, en travers, non, pas ma vie, voilà, concrètement. Je comprends, je suis comme toi sur ce sujet. Je porte les mêmes vêtements depuis 15 ans. Ben oui, mais si c'est pas abîmé. Et ils sont pas abîmés, j'en prends soin, et tout ce qui est fast fashion, c'est vraiment pas... Et aller faire les boutiques, ça... Non.
Ouais, j'ai le même problème. Alors, cadre en extérieur, faire des balades à cheval. Ben, c'est ça. C'est un peu beaucoup plus intéressant. ouais. Donc voilà, Je c'est les comprends. 3 univers qui me constituent, on va dire, en tant que personne, au-delà de tout ce dont on va discuter, des sujets pro et de ce que je peux faire dans la vie, mais dans l'être, en quelque sorte. Ouais. C'est vraiment ces 3 piliers de bateau, mécanique et l'équitation qui m'a appris énormément d'un point de vue communication, langage corporel, beaucoup de résilience et de remise en question, vraiment sur les attraits psychologiques. Ça m'a énormément appris. C'est vrai. Ouais. Comment, par rapport à l'équitation, justement, ça travaille ce côté développement personnel, résilience Un cheval ne peut pas communiquer verbalement, il ne peut pas parler. Le seul moyen de communiquer avec lui, c'est tout ce qui est justement non-verbal. Donc ses attitudes, une respiration, un mouvement, enfin un regard en fait, juste le positionnement de l'œil, un mouvement d'oreille, une tension. On est totalement sur le langage corporel. Avec un cheval, quand ça se passe pas comme on veut, un exercice par exemple, 99%, c'est pas lui le problème, c'est nous le problème. Et le problème, c'est qu'on n'a pas su demander de la bonne façon. Okay. Partant de ce mécanisme-là, quand ça ne fonctionne pas, humainement, souvent la première réaction, c'est oui, mais l'autre, il m'a dit, ou oui, mais bon, parce qu'ils se sont pas exprimés. Ok. Mais moi, c'est quoi ma responsabilité là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai peut-être fait d'une façon qui n'était pas optimisée pour que ça fonctionne ? Et avec le cheval, on est contraint de suite de se poser et de se dire « Oula, là, j'ai raté quelque chose. Je n'ai pas compris quelque chose dans la demande que j'ai voulu exprimer. Qu'est-ce que c'est ?» Et on tombe en plein dans les mécanismes de remise en question. Ouais. Je suis pas en train de me juger à dire que je suis bonne ou pas bonne, ou que ce que je fais c'est bien ou pas bien. Juste, là, si on fait un arrêt sur image, ça ne fonctionne pas. Évidemment, le cheval a son caractère, ses préférences, bien entendu. Mais ça te pousse à te remettre en question. Constamment. Ouais. Et le cheval que j'ai eu à 14 ans, je l'ai eu, il avait 1 semaine, donc je l'ai eu avec la maman quand il était petit, et après on a fait le sevrage. Il a fait 14 ans mardi, très exactement. Okay. C'est l'amour de ma vie, c'est Dieu. J'imagine, c'est un vrai compagnon de vie, là. Complètement. Oui. Et d'avoir vécu ces étapes où une selle, il sait pas ce que c'est. La remorque, pour le déplacer, il sait pas ce que c'est. Enfin, en fait, tout ce qui n'est pas de la vie d'un cheval de base, il connaît pas. Incroyable. Donc ça, faut lui apprendre, faut lui montrer, faut... j'ai fait de la compétition avec. Ça m'est arrivé que les vétérinaires me disent « Oula, mais il est trop expressif, votre cheval. » Je dis « Mais vous savez, j'adore le pur sang arabe, donc j'ai eu un pur sang arabe parce que c'est ma race prédestinée en équitation. Et c'est pas pour brider mon cheval. Il a envie de s'exprimer, il s'exprime. Ma ligne rouge, c'est le respect. Je le respecte, il me respecte. Il a sa bulle, j'ai ma bulle. Tant qu'on fonctionne comme ça, s'il a envie de se camper, de se montrer, de faire le beau, de regarder, qu'il fasse. Il est vivant, il a le droit, en fait, de vivre. Il a le droit d'exprimer de l'excitation parce qu'on est sur un terrain de concours avec 300 chevaux sur une grille de départ et que il a aussi des émotions et des ressentis. Tant qu'il y a le respect, pourquoi il pourrait pas le faire ? Donc c'est tous ces mécanismes-là qui apprennent beaucoup dans les relations, pour ma part, principalement avec le cheval, qu'on peut retrouver aussi avec le chien, qu'on peut retrouver aussi avec le chat, après qui est différent et en fonction des feelings de chacun, ni plus ni moins. Mais ça en apprend beaucoup sur les relations au sens large, et ça me sert depuis des années dans le business. Voilà, ce côté, juste par un regard, une personne sans parler. Essayer de comprendre. Ouais. C'est fou parce que du coup, tu as à la fois ce côté intellectuel, vraiment pragmatique, avec la mécanique, avec tes passions. Et de l'autre côté, ces qualités émotionnelles, d'essayer de comprendre l'autre, de se remettre en question. C'est hyper complet et c'est assez rare, en fait. Oui, je fais des compliments. Là, on n'est pas dans ma zone de confort. C'est parce que j'ai bu tes paroles. Non, au contraire, c'est passionnant, en fait. Et alors, du coup, je comprends bien, il y a la voile, la mécanique, la nature. Qu'est-ce qui, au final, t'a amené à créer ta société dans le yachting ? Parce qu'on n'est pas vraiment dans le côté le plus écologique et on n'est pas non plus sur des bateaux à voile.
Et puis, on est autour de la belle nature quand même, mais comment ça s'est fait, ce chemin? La première des choses, c'est que professionnellement, j'ai commencé dans l'automobile. On repart un peu du sujet mécanique. Ingénieur, du coup? Non, justement, tout ce qui est côté commerce, supply chain, transport, etc. Et comme je dis, dans une deuxième vie, je pense qu'en fait, j'aurais fait, au contraire, un diplôme d'ingé, mais vraiment, là où j'ai grandi culturellement, l'entourage, tout, c'était pas du tout... j'avais pas connaissance, en fait, de tous ces parcours, diplômes, etc. Donc, il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, est-ce que je pars en parcours d'ingé ou, au contraire, côté commerce? Et ça s'est fait un petit... On connaît pas toujours... les possibilités, toutes les possibilités qui peuvent s'offrir. Et aujourd'hui, je travaille avec des ingés, du coup. Ouais. Là où moi, je n'ai pas la compétence technique de faire, bah dans ce cas-là, y a des ingés qui vont pouvoir prendre ce relais. Et c'est vrai que la passion, par contre, me permet de comprendre... comme je dis souvent, c'est pas écrit sur mon front, mais je comprends un peu plus que ce qu'il y a écrit sur mon CV ou sur mon LinkedIn. Ouais. Mais... ouais, j'ai pas franchi ce cap-là par, je veux dire, parcours de vie en quelque sorte. Donc j'ai commencé dans l'auto en fait, début d'études, premier stage à faire, bac+1, et je me dis, bon, les sacs à main, les trucs de, voilà, un peu de filles, bon, ça, c'est pas ton truc. Voilà, boutique, vendre le sac à main dur, je meurs, quoi. Enfin, sauvez-moi. Je passe 2 heures et j'ai accompagné ma meilleure amie pour acheter des chaussures. Je me sentais pas du tout chez moi, quoi. Ouais. Donc je me dis, bon, ça, c'est mort, on oublie. J'aimerais bien faire un truc dans la bagnole, quoi. Et donc je pars en concession chez Volkswagen, taper à la porte, voilà, j'ai un stage à faire de 5 semaines, c'est possible de venir chez vous, je voudrais un peu découvrir le métier, comment ça se passe au commerce. En fait, c'est parti comme ça. Puis j'ai fait de l'alternance, j'ai fait 2 ans chez Citroën DS Automobile. Et puis suite à ça, j'ai fait un stage chez Volkswagen Group France, pour le coup, côté approvisionnement à Roissy, donc un peu plus... vers chez toi, ouais. Dans les nuages. C'est ça. J'ai fait un stage là-bas où j'ai adoré parce que j'ai découvert l'autre côté de la chaîne de valeur, en fait. Donc vraiment sur tout le process de vente d'une auto, de travailler aux différents niveaux. Donc j'ai commencé sur ce côté. Et puis il y a eu le team qui est arrivé, donc le côté sport méca. J'ai baigné ces dernières années vraiment dans l'univers du sport auto, sport mécanique, que j'adore, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je me suis dit, ok, en fait, ce qui me plaît, ce qui me fait kiffer, c'est le côté technique méca derrière. Mais un peu le sentiment, bah, j'ai fait le tour. Tu vois, d'avoir bossé sur toute la chaîne de valeur. Ok, bon, il y a quoi d'autre derrière? Et j'ai besoin d'avoir des gros défis dans la vie. Si je l'image, c'est d'avoir quelque part une grosse pierre, et on va me dire, ok, t'as 6 mois, faut que ce soit de la poussière. Par la porte ou par la fenêtre, trouve la solution. Ce type de mécanisme-là. Et donc je me dis, ok, l'auto, ouais, mais... il me manquait un peu cette excitation de je vais me tuer le cerveau parce qu'il y a vraiment des trucs qu'il faut que je comprenne et que j'apprenne. À moins d'avoir intégré un Renault Sport. Carrément, de partir du coup plus haut encore dans la partie auto. Et j'ai regardé. Et j'adore Aston Martin. Il fallait aller en Angleterre. Et j'ai vécu plus dans les nuages. Exactement. Et j'ai vécu 6 mois à Londres. Expérience exceptionnelle parce qu'il fallait que j'apprenne l'anglais à un moment donné pendant mes études. Jusqu'en Master 1, partir en commerce international sans anglais, un peu compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué. Un peu ironique quand même, c'est très français comme mentalité, je crois. Donc j'ai vécu là-bas. Humainement, j'ai pris la gifle de ma vie. C'est vrai. Ah ben, en tant que franco-français qui vit, grandit dans le sud, l'anglais, on est satellisé à des années-lumière à peu près. C'est-à-dire qu'un pauvre étranger qui demande un croissant en disant « a croissant », on lui dit « quoi ?» On part quand même avec un niveau... Oui, t'as des petits moments de solitude au départ quand personne te comprend et que tu comprends personne. Exactement. Je l'ai vécu aussi aux États-Unis. Je pensais savoir parler français. Pas du tout. Et en fait, la gifle, quoi. Donc, expérience humaine qui m'a... Ah ouais, en fait, la vie, ça fonctionne pas juste de la perception française, clairement. On peut faire la même chose avec des chemins différents et ça fonctionne très bien. Voire les autres savent faire aussi mieux que les Français. C'est une possibilité qui existe clairement. Ah bon? Ah, ça, c'est très surprenant. je forcie un peu les traits, mais voilà, dans l'idée. Et donc, ça a été super expérience. Mais le temps, je sais pas, c'est trop important pour moi. Donc, j'ai dit, ok, non, là, je vais toucher mes limites. Donc, c'est Aston Martin à Lagonda, très exactement. Il y a Red Bull Racing, enfin bref, beaucoup de beaux teams. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait une université à Monaco. Je me suis dit, un jour, mais tout en anglais, les diplômes, etc.
Bon, puis les masters, c'est en 1 an, en intensif, tout. Je m'étais dit, Pourquoi pas? un jour, ouais, ce serait cool, quoi, mais pour l'instant, j'en suis loin. J'avais repéré ça au début de mes études post-bac. D'accord. Et en fait, bon, le parcours fait que je postule, je suis admise, etc. Je fais mon master 2 à l'université, là-bas. Et là, je commence le master. Et je me revois sur la terrasse, à l'appart. Et j'avais la vue sur le port. Et je me dis, mais t'es un peu bête, quand même. Dans les bateaux, il y a des moteurs. Ouais. Le bateau, tu connais en tant que plaisancière, par passion. Mais au niveau pro, Il y a peut-être des opportunités. tu pars de zéro. T'as tout à apprendre. Et là, on revient à mon image de pierre à mettre en poussière. T'as tout à apprendre. Donc, ça va te demander un effort intellectuel qui va satisfaire ton besoin de « je veux apprendre des choses à un niveau où je me brûle un peu le cerveau ». Et le premier constat, il est parti de là, de se dire « Ok, on match, il y a le moteur, il y a la technique. Je connais quand même une partie ayant toujours navigué, mais j'ai mon challenge professionnel. » Et par rapport à ça, de se dire « Ok, à 24 ans, monter une boîte, quel que soit le sujet technique derrière, sans avoir cette variable justement de comment on fait pour diminuer l'impact, pour moi, ça n'avait pas de sens. Enfin, Par contre, tu voulais déjà créer ta boîte. Tu t'étais pas dit, tu vas rejoindre, je sais pas, un chantier. je suis rentrée en janvier. J'ai vu un concours début février. Ok. Concours dont on parlait un petit peu. Le concours. Où j'ai aidé les jeunes. Comment il s'appelle déjà? Ocean Alors, Challenge. Alors, le premier, c'est le Mark Challenge. Et Ok. après, c'était le Monaco Ocean Protection Challenge, qui était 1 mois plus tard, D'accord. à l'époque, 4 ans. Et en fait, je vois ce concours et je me dis, je sais pas comment, je sais pas avec quoi, mais je veux concourir et je veux gagner un truc. Ok. L'esprit de compétition, parce que sport auto Parce à que le côté. sport, l'équitation. Exactement. On va y aller. On sait pas comment, mais couteau entre les dents et on va sortir un truc. En fait, c'est parti comme ça. Donc, je rassemble mes 3 passions. Je me dis, OK, qu'est-ce que je veux garder de mes expériences pro? Qu'est-ce qui m'a plu en termes de valeur? Qu'est-ce que je veux pas reproduire, etc. OK. Petit melting pot. On a un cours d'entrepreneuriat. Le prof nous dit, monter un business fictif. Parfait, merveilleux. C'était avant le concours. Ok. Ça tombe d'une pierre deux coups. 2 filles qui se mettent avec moi dans le groupe. On bosse ensemble, etc. Et arrive le concours. Résultat. Prends des awards. Incroyable. Je dis, bah, Sur un malentendu, Bon, ça peut marcher. bah en fait, peut-être qu'il y a autre chose en fait derrière. Et en même temps, je cherchais un stage pour valider le master parce que je voulais pas le valider juste par cette créa d'entreprise entre guillemets ou ce projet de créa d'entreprise. Et je cherchais pour post-stage rentrer potentiellement en CDI. Et en fait, je trouvais pas de job où je me disais j'ai envie de me lever le matin pour ça, ça va me faire vibrer quoi. Et donc j'ai continué ce projet. 2e concours, celui auquel tu faisais allusion, le MOPC. Je fais le concours, ça gagne. Je me dis voilà, il y a un truc. Enfin, il y a un truc à tester en tout cas. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai monté la boîte au départ, donc en France, en me disant ok, je minimise les coûts à fond. Si ça doit exister un service, un bureau d'études, c'est parce qu'on aura des clients. Pas de clients, pas de business. On tombe pas dans on va chercher à lever des fonds en faisant un SaaS derrière. Non. Là, le cœur du business, c'est du bureau d'études. Si ça doit exister, c'est parce qu'on vend. Sinon, on n'a pas lieu d'être. Alors du coup, et c'est parti comme ça. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que fait iPlug, qui est le nom de ta société? Donc iPlug, c'est un bureau d'études pour la transition énergétique dans le yachting et la plaisance. Cette année, micro-info, on va dire live, mais on est en train d'ouvrir sur le volet maritime, parce que le maritime est réglementé avant le yachting et la plaisance. Et en fait, on a des énergies avec lesquelles on travaille déjà depuis 4 ans qui sont communes avec le maritime. Donc, on peut faire des passerelles. Parce que quand tu dis maritime, c'est par exemple le transport de marchandises? Exactement. C'est ça? Et de passagers. Complètement. Alors que le yachting, c'est plaisance. Plaisance, exactement. Donc, au niveau des réglementations internationales, européennes, nationales, ils sont réglementés avant, il y a des taxations qui sont mises en place, etc. Et sur des gros groupes du yachting, ils commencent du coup à être concernés depuis quelques années. Mais c'est vrai que dans l'ordre chronologique, c'est d'abord le côté maritime, avant la partie yachting, puis la plaisance. Donc ça, on est en train d'ouvrir pour justement aller ne pas être que dans la partie loisir, mais impacter aussi sur des bateaux qui sont sur des opérations commerciales et qui touchent aussi un plus grand nombre de personnes, parce que la croisière, par exemple, donc on est à mécanisme opposé par rapport au yachting en termes de type de bateau. Ouais. Bah justement, ça allait faire partie de mes questions justement sur les croisières. Donc les croisières, ça compte comme du maritime? Oui, on est côté maritime. Ok, parce qu'on est sur des immeubles en mer, donc c'est pas forcément la même mécanique. Complètement.
D'accord. Enfin, pas la même mécanique. Tout est plus gros, en fait. Ouais. Mais en termes d'enjeux réglementaires, on est sur des sujets que le yachting n'a pas pour l'instant. D'accord. Notamment de devoir brancher les bateaux à quai, par exemple, quand ils viennent en escale selon les ports. Ok. Ou, évidemment, dans le yachting, ça se branche aussi et les ports poussent de plus en plus. Mais là, les obligations qu'on a sur la croisière sont pas encore aussi fortes de façon généralisée dans le yachting. Il y a encore des ports où ils n'ont pas forcément l'infrastructure électrique selon les tailles de bateaux. Et dans ce cas-là, ils vont pas encore se du brancher. coup, tu arrives déjà un petit peu sur le On est un peu côté... trop loin. on est on est parti un peu trop rembobine. loin, on rembobine. Donc, bureau d'études, transition écologique. Nous, le sujet, c'est pas de faire des études holistiques avec une approche globale, avec 150 pages de PowerPoint. Ça, on n'est pas la bonne personne. Faut pas nous appeler, c'est pas la peine. Okay. On bosse avec l'hydrogène, l'électricité, les biocarburants et le méthanol. Donc, on a 4 énergies. Pourquoi 4 énergies? Parce que la transition aujourd'hui, on va pas transformer tout le monde à une seule énergie. On a un mix qui vient s'imposer en fonction des types de bateaux, des tailles de bateaux, de ce que veulent en faire les propriétaires. Et donc, on va venir, quelque part, un peu comme un Tetris ou un puzzle, je sais pas, agréger, dire, OK, là, le propriétaire veut faire ça, telle technologie, ça peut correspondre. Mais aussi, est-ce que là, on peut faire simple? C'est-à-dire qu'on va conserver ce qui existe sur le bateau et on va juste changer l'énergie d'alimentation. Parce que l'innovation et la décarbonation, c'est pas des mots qui vont nécessairement ensemble. Oui, bien sûr. Et là, c'est important de le préciser, d'ailleurs. Oui, parce qu'on tombe très facilement dans le fameux greenwashing. Innover, il y a des projets qui sont sortis. L'analyse du cycle de vie total, il est pas plus propre que ce qu'on sait faire en conventionnel. Donc là, on a un problème. C'est bien de mettre de nouveaux noms d'énergie et de faire un beau marketing, mais si l'impact derrière, il est pas bon, ça a pas de sens. Et nous, on travaille pas comme ça, justement. Donc, il y a des dossiers qu'on n'a pas pris, notamment quand la société a commencé, pour éviter justement d'alimenter ces pratiques où, en fait, c'est plus la course en avant à la paillette pour dire oui, on a tel projet qui est innovant, mais qui ne répond pas à la vision de la société, qui est de dire on veut contribuer pour aider à réduire les émissions de polluants. Donc on bosse avec ces 4 énergies-là, on fait soit des études de marché, donc l'objectif premier, on l'a fait pour le port de Saint-Tropez et on a livré mardi les ports de Monaco. Sujet live, sur justement ce qu'on appelle des cartographies, où en fait on relève les marques de bateaux et les modèles présents dans les bassins. On vient croiser ça avec des marques de bateaux qui, à l'inverse, ne sont pas représentées, mais sont positionnées sur des segments de décarbonation dans leurs produits. Et on vient agréger tout ça pour comprendre, par rapport au port en question et aux typologies de bateaux, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la R&D des chantiers, concrètement. Donc on est sur des projections à 5 ans maximum sur la partie vraiment rationnelle, pratico-pratique, puisque les chantiers n'ont pas de visibilité au-delà en bateau décarboné. Au-delà de 5 ans pour l'instant. C'est déjà bien ceux qui en ont et qui ont de la visibilité là-dessus. C'est quoi? C'est le carnet de commandes, en fait, que tu prends en compte? Complètement. Où on a du ferme sur un bateau qui inclut une solution qui est différente de ce qu'on fait de façon conventionnelle. Donc on étudie ça. On a beaucoup d'interviews avec les chantiers. On vient également croiser avec de la donnée pour des chantiers qui répondent pas forcément, mais qui ont pu communiquer des choses publiquement. On vient agréger ces informations. Et ça permet au port de comprendre, OK, on parle d'hydrogène, c'est le grand sujet, OK. Mais est-ce que nous, on va être concernés par ça? Est-ce qu'avoir une station qui distribue de l'hydrogène, ça a du sens chez nous ou pas? D'accord. Première question toute bête. Ça, c'est nos études de marché. Donc, de comprendre déjà son environnement. La deuxième partie, c'est les études techniques. Donc là, au contraire, on a un port qui a identifié un besoin, une volonté, je garde l'exemple de l'hydrogène pour que ce soit cohérent, qui veut avoir une station de production, stockage, distribution. OK, on va mener l'étude pour faire le dimensionnement, regarder toute la partie sécurité, l'étude de risque. Donc on a après des préventeurs, donc c'est des partenaires qui travaillent avec nous sur ces sujets. On agrège les bons métiers pour le livrable final. Et dans ce cas-là, on est vraiment sur des études plus avancées, et c'est très, comme le terme l'indique, très technique, de comment on le fait et qu'est-ce que ça parce qu'en fait, tu es parti d'un besoin, donc c'est le plan opérationnel qui compte derrière. Exactement. Pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie. Parce que dans la première étude de marché, je trouve ça assez intéressant parce que tu sais ce qui va sortir des chantiers dans les 5 prochaines années, mais
typiquement, tu parlais de l'étude du port de Saint-Tropez ou de Monaco. Ouais. Comment tu sais si ça va être livré et que le propriétaire va vouloir venir passer un moment sur la Côte d'Azur ou au contraire partir loin dans les îles? Alors, il y a plusieurs phénomènes déjà. Sur des C'est lancements, difficile à anticiper quand même. c'est difficile à appréhender. C'est les chantiers qui vont nous dire, on sait que ce propriétaire-là, alors dans le yachting, il y a les bateaux privés et les bateaux au commerce qui sont des bateaux de charter. Le charter, Ok. c'est la location, Ouais. en fait, si on vulgarise, dans le yachting. Il y a des bateaux qui sont commandés pour faire du charter principalement. Donc le propriétaire à l'avance sait qu'il veut ce bateau pour la région méditerranéenne, par exemple. D'accord. Donc on sait que le bateau, il va être dans la région méditerranéenne. On a d'autres cas de figure, comme le Monaco en particulier, avec le yacht show par exemple, où on sait que généralement, et après les chantiers nous le confirment, ils vont sortir le bateau et le lancer en première mondiale dans les ports de Monaco à l'occasion du Monaco Yacht Show. D'accord. Et que pour cette première mondiale, ils veulent que le bateau soit rempli avec l'énergie. Ok. Donc c'est là où on vient de nouveau agréger les infos. Donc il y a un intérêt pour le port de Monaco d'être Exactement. équipé pour l'hydrogène. Alors d'être équipé ou, et j'en reviens vraiment à ce phénomène de pas pousser à une décarbonation qui n'est pas mature à l'heure actuelle et où on va en fait plus polluer qu'autre chose à vouloir être trop en avance. Nous, un des conseils qu'on donne, et je dirais même régulièrement à des ports, c'est de dire avant d'aller faire des investissements à plusieurs millions sur une énergie où on n'a pas encore assez d'usagers et de consommateurs, déjà soyez informés des solutions mobiles et temporaires. Si un bateau appelle pour faire remplir, d'être capable de dire pas de problème, voilà la procédure, on sait comment ça fonctionne, on vous permet l'accès, ce sera sur ce quai-là, faites votre ravitaillement. Ok. Déjà de faciliter l'accès à ça. Je parle pour quand même des grosses unités, parce que les tout petits, ils font pas venir un camion pour se remplir. Bah non. Mais sur les gros, pour le yachting et les sujets de bateaux commerciaux, on a déjà cet axe-là, qui est un premier levier d'évolution. Et souvent, on peut tomber dans on va de suite faire des gigafactories. Il y a une réalité derrière, et il y a une réalité économique aussi. Pousser les ports à faire tout et n'importe quoi, c'est pas l'objectif. Par contre, les bateaux de leur côté, ils ont besoin des solutions portuaires pour pouvoir commencer à vendre en série. Et donc, on est des bateaux à l'eau qui ont moins de rejets de polluants. C'est l'œuf et la poule. Ouais, bah bien sûr. Et nous, on bosse des deux côtés. Bah, du coup, ça m'intéresse aussi de savoir si on se met un peu plus en hélicoptère view. Comment fonctionne le milieu, en fait, pour tout ce qui est réglementation, énergétique, innovation? Qui décide? Est-ce que ça va être les armateurs? Ça? Oui, qui sont propriétaires. Armateurs, faut définir quand même le terme, c'est techniquement les propriétaires. Bien sûr. Okay. Donc, soit les entreprises pour les charters, soit les particuliers. Ou est-ce que ça vient des chantiers directement qui maintenant proposent des solutions plus écologiques, ou est-ce que c'est les gouvernements qui imposent, en tout cas sur la plaisance? Alors, pour la plaisance, pour les plus petits, pour le coup, c'est le marché qui drive principalement par les motoristes. D'accord. Donc, la plupart des petits bateaux, les chantiers ne font pas leurs moteurs. Ils achètent les moteurs à Yamaha, Suzuki, Honda, etc. D'accord. Donc, si eux font des changements, pourquoi pas. S'il n'y a pas de changement, ils continuent avec ce qui existe. Ok. Donc, sur les petits, on n'a pas pour l'instant... On n'est pas encore avancé. C'est plutôt les motoristes qui drivent le marché. D'accord. Par contre, on a des zones qui arrivent, qui sont protégées de plus en plus, où on va venir contraindre les types de motorisation. Donc ça, c'est de la réglementation locale. D'accord. Mais qui est encore très tôt par rapport au développement. On peut pas dire qu'on a une... Donc ça veut dire qu'il y a des zones, par exemple en Méditerranée, où les bateaux à moteur de plaisance sont interdits. Ils vont forcer, par exemple, pour de l'électrique. Pour qu'on n'ait pas de vibration, pour la biodiversité aussi, de ne pas perturber. Okay. Et dans ce cas-là, ça va être que des bateaux électriques. D'accord. Pour naviguer, complètement. Ok. Donc ça, c'est pour la petite plaisance. La grande plaisance, le yachting pour l'anglicisme. C'est bateau de combien de mètres on parle? Alors, par rapport pour rester sur le sujet réglementaire et pas trop se disperser. Sur le réglementaire, pour la grande plaisance, on est à plus de 5000 GT. C'est le gros Stone Age. Plus de 5000 GT, c'est des bateaux qui font au moins dans les 90 mètres. D'accord. Ah oui. Pour la faire courte, il y en a 130 dans le monde. Et méga yachts. Ok. Ok. Ce qui est une partie de l'industrie. Mais du coup, c'est des gros bateaux, mais c'est une petite partie de l'industrie. La flotte, moi j'avais entendu, ce chiffre a été remis en question, donc je ne sais pas, je n'ai pas la source. 11 000 yachts de plus de 24 mètres dans le monde.
Ouais, 180 construits chaque année et 5000 de plus de 30 mètres. J'avais un 5000 en tête sur les grosses unités, mais je préfère pas dire de bêtises sur entre plus de 24 à 35. Bon, à creuser. Si quelqu'un a la réponse. J'avoue que c'est un peu plus le côté commerce de l'industrie qui est beaucoup moins mon. Moi, je bosse avec les départements R&D technique. Tu as fait du commerce. Totalement. Mais je n'ai pas monté un bureau de commerce, du coup. Non, c'est vrai que les données marché comme ça un peu plus commercial. Non, c'est pas forcément. Ok, donc ça reste quand même une petite partie, mais sur cette très grosse taille où en fait on a déjà une réglementation internationale sur les bateaux qui sont en commerce et où les chantiers qui fabriquent ces méga yachts travaillent beaucoup avec ces réglementations pour avoir quelque chose d'applicable côté yachting, en fait, et dire sur le papier on n'est pas obligé de s'y conformer, techniquement parlant, pour des bateaux qui seraient privés dans ces tailles-là, mais on veut avoir une feuille de route claire, parce qu'à un moment donné, ces chantiers, quand ils ont des bateaux en construction, il faut qu'ils sachent où ils vont. Ils peuvent pas se permettre de lancer un bateau et dans 4 ans, ah non, mais ça navigue plus ici. Ouais. C'est pas possible. Donc, on a en fait au commerce, donc c'est l'Organisation Maritime Internationale, OMI, l'anglais IMO. Des fois, c'est connu plus avec l'anglais que le français. Et ensuite, on va avoir la partie européenne. Donc, on a différentes normes, si on peut appeler ça comme ça, qui ont été lancées au niveau européen, qui découlent de ce qu'a demandé l'OMI. Et ensuite, on a le national qui, lui, découle OMI, Europe, national, et qui est adapté par rapport au marché. D'accord. Mais on est sur des capacités de bateaux qui sont très gros. Donc, pour l'instant, une réglementation pure qui va nous dire sur un 20 mètres, on peut et on ne peut pas faire ça, on l'a pas encore. D'accord. Et il y a justement, donc pour on va dire, te compléter la réponse, les sociétés qui approuvent les bateaux, sur donc les grosses tailles, puisqu'après les petits bateaux en série, c'est approuvé d'origine, si on peut dire ça comme ça. Il y a des sociétés donc de classification qui sont impliquées. On a les pavillons des bateaux, là où ils vont être enregistrés, qui travaillent avec les sociétés de classification. Et ces deux acteurs avec le chantier, eux, travaillent avec du coup l'OMI sur ces sujets-là pour avoir un cadre réglementaire. Donc c'est un peu, Et aujourd'hui, si on parle en termes de pollution, est-ce que ces super yachts polluent vraiment beaucoup plus ou ont un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus important que l'ensemble des autres yachts, on va dire plus petits, de plaisance qui existent par exemple sur la Méditerranée? Alors, sur les gros, on a quand même, d'un point de vue déjà moteur, on a des technologies moteurs qui sont beaucoup plus développées que ce qu'on peut avoir sur de gros navires côté maritime. Donc, d'accord. En fait, le yacht, c'est des grosses tailles qui servent l'intérêt de peu de personnes. Le problème, il est là, et le point dur est là, c'est de dire, c'est une élite qui a des bateaux d'un dimensionnement et donc d'un niveau de pollution élevé pour servir les intérêts de peu. Quand on regarde certains yachts, ce qui sortent à l'année par rapport à de petits bateaux de plaisance, donc 8, 9, 10 mètres, 12 mètres, qui eux vont sortir beaucoup plus, on a des bateaux qui polluent moins côté yacht que ce qu'on va avoir en plaisance. Sur des tailles à un 20 mètres par exemple. Il y a des propriétaires qui ne sortent jamais. Le bateau, il est à quai, ils font des événements à quai. Éventuellement, ils le branchent. Et s'ils sortent 2 fois dans l'année faire 2 ronds dans l'eau, c'est le bout du monde. D'accord. Et ça, c'est quand même une part de la population dans le yachting. Mais ce qui est difficile, c'est qu'un yacht, dès qu'il va sortir, dès qu'il va y avoir de l'activité et qu'il va être au commerce, les générateurs tournent. On a 80% sur les générateurs, 20% sur la propulsion. Les générateurs, c'est tout ce qui se passe à bord, sauf le fait de déplacer le bateau. Ok. Donc, quand on voit des yachts, des piscines, jacuzzi, les garages à toys, jet ski, enfin, tout ce qu'on peut voir qui nécessite de l'électricité à bord, pour la faire courte, c'est les générateurs. Ça, c'est des générateurs qui consomment du gasoil, comme on a dans les moteurs classiques. D'accord. Ah oui, c'est des générateurs gasoil. C'est pas des générateurs. Enfin, tu pourrais justement avoir des batteries, faire de l'électrique. Et ben, c'est tout exactement. C'est tout le sujet de décarbonation, de se dire, est-ce qu'on garde ce générateur, mais on change juste le carburant qu'on met dedans, ce qui existe aujourd'hui, où on a des carburants, vraiment, même générateur, il y a 90% de CO2 en moins dans ce qui va être rejeté, parce que le carburant en lui-même contient 90% en moins de carburant carboné. D'accord. Donc c'est quoi le reste du carburant non carboné? C'est le classique, où on le mélange en fait par rapport au... J'allais donner une phrase. T'as deviné que j'allais être perdue. J'ai vu le regard. J'ai vu le... Ne fais pas ça, Camille.
pour s'assurer, on va dire, du fonctionnement normal, on garde une base de carburant classique. Ouais. Et ça nous permet d'être en mode, ok, cool, on sait que tout se passe bien. Pareil, je la fais courte. Okay. Mais c'est le sujet. Donc en fait, on enlève une grosse partie de la pollution et on n'a rien fait. On n'a pas créé une nouvelle technologie, on n'a pas extrait des minerais rares pour des batteries. Ouais. Donc c'est des changements qui sont plus faciles à mettre en œuvre. À très court terme. À court terme pour un armateur et qui ont un gros impact quand même complètement environnemental. Complètement. Et donc, pardon. Ouais. Non, pour cette pollution-là, des gros par rapport aux petits, c'est de la pollution qui est forcément un gros qui tourne toute la saison. Je peux pas dire qu'il pollue moins qu'un petit bateau. Maintenant, sur le marché global, c'est toujours ça qui est délicat, c'est que la nuisance, quand on a 150 petits bateaux qui passent dans la baie toute la journée, avec, je suis désolée de les nommer, mais les touristes, qui sont dans les 300 mètres, qui passent à 15 nœuds, parce que le permis, ils l'ont acheté dans une pochette surprise, concrètement parlant. Je suis désolée de mettre le doigt là-dessus. Non, mais il est pas très compliqué à passer, le permis. Mais c'est peut-être le problème. Ouais. Parce qu'au final, le nombre de personnes que je vois riper au mouillage, donc quand on met l'ancre, mais il lâche pas assez de chaîne. C'est-à-dire que la profondeur, on lâche 3 fois la longueur de chaîne. C'est une règle élémentaire. Sauf que ces chers individus mettent leur ancre, et s'ils lâchent 2 fois, c'est le bout du monde. Mais dès qu'il y a un petit peu de houle, dès que ça se met à bouger, ça vient tirer sur l'ancre. Mais si l'ancre, elle est posée un peu de traviole, ce qui arrive très souvent, et avec les ancres de bateaux de location qui sont classiques, qui sont pas forcément adaptées au fond où nous, on va mettre l'ancre quand on vient, bah en fait, ça ripe. Donc, on a des bateaux, ils se mettent au mouillage. Il y a un peu de sable, ils ont réussi à peu près à toucher le sable. Et ça ripe, ils arrivent dans les Posidonies. Et ils remontent l'ancre pour repartir, avec l'herbier de Posidonie sur le... Enfin, plein de choses comme ça, en fait, où... Et ça a vraiment un impact sur les fonds marins. Ah ben complètement. Et d'ailleurs, pour les grosses unités, ils ont sorti des réglementations qui les empêchent, selon la taille du bateau, de mouiller trop près des côtes pour limiter ce phénomène où ils viennent arracher les herbiers, justement, de Posidonie. Et de plus en plus, tu as les bouées auxquelles tu dois justement t'accrocher. On le voit, ça fait quelques années que je vais sur la côte catalane, tu vois, le cap de Creus, ces endroits-là qui sont très très charmants. Et avant, tu pouvais poser l'ancre partout. Donc bouiller égale poser l'ancre. J'ai appris aussi le terme il n'y a pas très longtemps, c'est pas forcément hyper commun. Et là, ça fait 2 ans qu'on n'a plus le droit de poser l'ancre dans les baies. Il faut forcément réserver une bouée et s'y mettre. Et je trouve que c'est pas grand-chose, mais ça fait déjà énormément de bien là-dessus. Complètement. La bouée, il y a un débat juste dans l'industrie et sur la Côte d'Azur, et j'ouvre et je ferme la parenthèse en même temps. C'est pas mon cœur de métier, mais pour mes collègues de l'industrie, je sais que ça existe depuis des années. En France, il y a une réglementation qui est passée là-dessus avec les coffres de mouillage, où on n'est pas forcément, c'est pas homogène avec les pays environnants et d'autres pays de Méditerranée, ce qui fait qu'il y a eu une fuite des bateaux qui ont dit on peut pas aller où on veut, c'est pas grave, on ira en Grèce, en Croatie, en Italie. Donc il y a un gros sujet commercial par rapport à ça, où justement l'industrie est en attente de quelle va être la version 2 de ces coffres pour ne pas faire fuir les bateaux, et en fait ils prennent la facilité de dire nous on va pas s'embêter ailleurs, donc tant pis, la côte on y passera moins. Donc il y a un peu Donc localement, ça demande à être vraiment... localement les collectivités sont plus strictes peut-être en France ou plus avancées qu'elles ne peuvent l'être en Grèce ou en Turquie. Je sais pas le donc terme. Donc il y a quand même. C'est un sujet. Il faudrait que j'ouvre et je fais un parenthèse en même temps. Ok, allez, on ferme la parenthèse. On n'y revient pas trop. Un sujet. On peut laisser le débat ouvert pour environnement commercial, qui demande à évoluer. Et donc du coup là, si on revient un peu sur comment tu conseilles les armateurs, c'est à la fois comment déjà sans faire de gros investissements, tu peux transformer peut-être le carburant que tu mets à bord. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Et tu parlais de l'hydrogène, tu as beaucoup parlé de l'hydrogène. Est-ce que c'est vraiment d'actualité? Est-ce que c'est vraiment le futur du nautique? Et je sais que parfois c'est un peu greenwashing, on en parlait pour les avions, finalement c'est pas faisable. Qu'est-ce que... J'ai pris l'exemple de l'hydrogène parce que c'est justement the word qui est, on va dire, ultra répandu et donc qui fait réagir par rapport à ce qu'on propose. Donc, on bosse avec les chantiers, on bosse avec les ports. 90% des dossiers, ils sont sur des sujets justement d'avitaillement réglementaire et de trouver l'énergie dans une forme décarbonée. Parce que trouver de l'énergie, les nouvelles énergies sales,
on en trouve. Ça, c'est pas un problème. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour réussir à le faire. Maintenant, de trouver la forme moins polluante de cette nouvelle énergie, on attaque un autre sujet. D'accord. En fait, dans le mix énergétique, l'hydrogène, oui, on a un segment sur des petites tailles de bateaux où on va avoir des besoins d'avitaillement en direct à la pompe. D'accord. Je prends un exemple concret. Il y a un 116 mètres qui sort, qui nécessite de l'hydrogène, mais l'hydrogène, on peut le stocker de façon différente. Pareil, je reste succincte, mais on peut le stocker de façon différente. Ok. Gaz, liquide, solide, pour la faire courte. Ok. Ce bateau, il a besoin d'hydrogène liquide. Donc, c'est des températures très, très basses. C'est en cryogénie. On est à moins 250 degrés. Ok. Donc, en termes de technologie, sans mauvais jeu de mots, c'est une usine à gaz dans le bateau et à gérer, et en avitaillement, et tout ce qui va avec. Et ce bateau, il est sur un volume de quelques milliers de litres. Okay. Par rapport à la taille du bateau, on est sur une petite partie du besoin énergétique, donc les générateurs qui font l'électricité pour tout sauf le déplacement du bateau. Okay. On est sur une petite partie de ces générateurs. D'accord. Ces bateaux-là, on est incapable de les remplir avec une station hydrogène pour les petits bateaux. Ça ne matche pas, c'est pas possible. C'est-à-dire que même les quais d'accès, enfin, c'est pas possible. On peut pas les avitailler. Pourquoi ? Parce que pour les petits bateaux, on est sur de l'hydrogène gaz. D'accord. Et on a une dimension, on a des débits d'avitaillement, on a des raccordements, des quais d'accès, ce qu'on appelle le tirant d'eau, qui est fait pour des ports avec des petits bateaux. Donc de 8 mètres à 20 mètres. Okay. Là, on parle d'un bateau qui fait 116 mètres. Ok, je comprends. Et qui, par son stockage, j'avais compris que tu disais l'inverse, en fait. Qu'on pouvait ravitailler le gros bateau, mais pas les petits jeux. Non, c'est qu'on peut pas. Sur les stations hydrogène, les projets qu'il y a, ils sont pour des petites unités au gaz. On a des bateaux qui sortent avec du liquide. Donc, on est sur des sujets. Oui, c'est le mot hydrogène. D'accord. Voilà. Mais quand on ouvre la porte, en fait, dedans, il y a une multitude de scénarios et de possibilités qui fait que non, l'hydrogène, c'est pas pour tout le monde, à toutes les sauces. Enfin, c'est un mythe. Par contre, sur le segment de la petite plaisance, il y a déjà des marques, il y a 4 marques sur le sud, qui ont sorti des bateaux, qui sont à l'eau, qui fonctionnent, qui sont capables d'être... Ils peuvent être commercialisés, on peut les acheter. Le problème de ces marques, c'est qu'il n'y a pas de station, justement, d'avitaillement pour les plaisanciers. Okay. Et nous, on travaille avec les ports, justement, et on discute beaucoup avec ces marques pour connaître, eux, leur développement, leur zone de chalandise, et en parallèle avec les ports, s'assurer que ça avance pour qu'à un moment donné, on arrive à matcher le client qui veut le bateau et le port qui est capable d'avitailler. Et on a besoin des deux. Donc l'hydrogène, par exemple, voilà, sur la petite plaisance, on a un vrai sujet. D'accord. Sur du très gros, c'est une partie des usages, mais on va remplir avec du camion. Donc on sort on bosse sur un projet de station physique. Le méthanol, on est sur des grosses tailles de bateaux. On est sur du plus de 50 mètres généralement. Pareil, long story short, ça fait stocker de l'hydrogène d'une autre façon, liquide, sans contrainte de température, sans contrainte de pression. Donc c'est facile, on va dire, comme produit à stocker. L'électrique, on est sur de la petite plaisance en 100% par rapport au sujet d'autonomie, de poids embarqués. En 100%. 100% électrique sur les petits. Ok. Et ça, sinon, dès qu'on grossit, c'est sur de l'hybride. En autonomie par rapport au carburant traditionnel, pour les voitures, c'est pas évident. Et surtout, la batterie prend beaucoup de place. Donc, on en revient au sujet de dimensionnement. On a généralement entre... Et je donne une fourchette large volontairement parce que selon les marques et les choix des clients en termes de nombre de batteries, on va du simple au double. Mais on a 1/3 à 2/3 à peu près des capacités du bateau d'origine en fonction des marques et des besoins. Ok. Ouais. Donc c'est un mapping, un peu en quelque sorte, c'est un peu une carte de quel type de navire on a. Et en fonction de ces types de navires, on a les énergies qui viennent s'agréger. Donc oui, il y a une place dans le nautisme pour l'hydrogène. Oui, il y a une place pour le méthanol dans le yachting. Oui, il y a une place pour l'électrique. Juste on va dire, s'il y a une chose à garder à l'esprit, c'est non, on ne mettra pas toutes les énergies à toutes les sauces de la même façon. Stop. Ça, ce n'est pas possible. Ouais. Non, c'est important. On fait du cas par cas, du marque par marque, du segment par segment. Mais oui, on a de la place pour chaque énergie, clairement dans le mix. Et donc la motorisation classique, de toute façon, sera de moins en moins présente, même si les motoristes continuent de faire leur moteur qui tourne à l'essence. Alors, un moteur classique, traditionnel, conventionnel, peut fonctionner à l'hydrogène. D'accord. Il peut fonctionner au méthanol. Okay. Et ça demande pas d'énormes changements
Toujours un peu compliqué. On va ça pas dépend. rentrer dans le... Et combien ça coûte? Si on peut éviter le sujet. Non, bien sûr, mais des par prix. contre, à partir de... Je Non, rigole. il y a un vrai sujet financier derrière. C'est Bien que sûr, quand bien sûr. on achète un yacht, déjà, c'est extrêmement cher. Mm. Bon, après, c'est évidemment pour des personnes plus fortunées, mais quand même, derrière, il faut assumer 10% de charges chaque année. À partir de quel moment l'armateur se dit, il faut qu'on investisse dedans parce que sinon, ça va nous coûter trop cher, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que l'armateur a envie de changer? La réglementation? Exactement. C'est juste la réglementation. T'as Ok. tout compris. D'accord. Tant qu'on n'a pas une contrainte, et alors ça, je lance la pierre à personne d'aucune industrie. Je pense qu'à un moment donné, il y a un mécanisme humain derrière de si je ne suis pas contraint de faire un changement parce que je ne pourrai plus faire ce que bon me semble, ou parce que je vais perdre trop d'argent sur les opérations économiques clients, bah on attend, on va voir ce qui se passe. Et encore une fois, je lance la pierre à personne là-dessus. Le sujet, je pense comme tu as pu le comprendre, il est quand même un peu plus complexe et vaste que ce qu'on peut voir à la télé. En fait, c'est tout l'écosystème qu'il faut. Ouais. C'est qu'il nous faut, certes, la techno, il nous faut l'avitaillement, il nous faut les routes des bateaux, il faut un cadre réglementaire où celui qui investit plusieurs millions, bah, il se retrouve pas pendu avec un bateau où, en fin de compte, ça lui coûte les yeux de la tête. Donc, il n'arrive pas à charter son bateau. Alors oui, il a investi, il a une techno plus propre, mais en fait, ils vont tous louer des bateaux conventionnels parce que, en termes de prix, on n'arrive pas à rentrer dans les coûts. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps pour que l'ensemble des acteurs s'agrègent. On voit déjà une mutation depuis 1 an et demi où on a quitté l'avitaillement et dans sa maison, la techno et les bateaux dans l'autre, mais on se parle. Okay. Ce qui est ça peut paraître extrêmement bête, élémentaire. ce que je viens de dire. Ouais. Mais on en est là, concrètement. On est au stade de se dire, ah oui, en fait, on a besoin l'un de l'autre. Et nous, c'est notre positionnement depuis 4 ans de dire, on bosse avec les deux, on a du réseau des deux côtés. Le port nous pose des questions, on appelle les chantiers. Et inversement. Et ça permet justement de faire des passerelles. Et souvent, on me dit, ah mais on savait pas qu'en fait, ils bossent là-dessus. Là, le dossier que j'ai livré, on a plusieurs pages sur ce que font les motoristes, concrètement des moteurs qui ont déjà été testés avec de l'hydrogène, du méthanol, etc. Donc, non, les moteurs classiques sont pas voués à disparaître ad vitam aeternam. Un point simple, on a les usines de production, et à l'international, on a des réseaux de maintenance de partout. Donc, ce que ça va nous coûter d'un point de vue énergétique et technique, de dupliquer ça pour de nouvelles technologies, qui, en termes de matériaux, sont pas nécessairement plus propres qu'un moteur à combustion à fabriquer. Si on peut garder ces moteurs, et par modification de carburant ou de fonctionnement, pareil, en reste classique, si on peut améliorer les rejets qu'ils ont, c'est pas le moteur en lui-même, on va dire, qui pollue lui, c'est ce qu'il rejette quand il fonctionne. Mais ce qu'il rejette, ça dépend de l'énergie qu'on injecte. Donc en fait, on se rend compte que ce moteur-là, plutôt que de tout bazarder, on peut les garder. Mais on a besoin de changer le type d'énergie qu'il accepte. Et c'est là qu'on retombe dans le sujet de panoplie. On veut mettre de l'hydrogène dans un moteur gasoil, oui on peut, mais on peut de pas mal de façons différentes. Bah, qu'est-ce qu'on va adopter? Comment on stocke l'hydrogène dans le bateau? On en revient. Est-ce qu'on le stocke en gazeux, en liquide, au méthanol? Et en fait, même avec l'existant, on a encore un beau bout de chemin. On a pas mal de choses à faire, et je clôturerai ça sur l'innovation et pas forcément le synonyme de la décarbonation. D'accord. Ouais, vraiment de prêter attention là-dessus. Mais donc, le secteur est quand même en mutation, surtout par la réglementation, mais ça va mettre du temps pour que tous les acteurs se coordonnent. La réglementation, on a encore quelques années devant nous avant qu'on ait un cadre qui touche suffisamment cohérent de taille entre de bateau. la France, l'Italie, toute la Méditerranée, et même, côté Atlantique. C'est génial. Et j'ai juste envie de te poser une dernière question bonus par rapport au côté environnemental. C'est, est-ce que tu les conseilles uniquement sur ce côté motorisation et énergie décarbonée, ou aussi sur toutes les problématiques de rejet des eaux grises, des eaux noires? Ça, c'est pas dans notre scope. Alors, c'est clairement un sujet... mais ça fait comme partie ça, je de la notre garde pour Thomas, écosystème. cette question. Je pense qu'il sera plus adapté là-dessus. Ouais. Mais voilà, c'est pas notre métier, mais c'est des enjeux... On tâche quand on rencontre des boîtes qui font des choses qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui touchent des sujets environnementaux, quand on en a l'occasion de faire des passerelles, faire des mises en relation, parce que
ça revient au sujet de comment on améliore les niveaux de pollution des bateaux. Mais c'est vrai que sur ce créneau-là, c'est pas notre métier. Non, très clair. Et du coup, quelle est ton ambition à toi et pour iPlug dans les prochaines années? Il y a un step en 2030 par rapport au sujet réglementaire. Donc, c'est de voir où en sera la boîte en 2030. La philosophie depuis le départ, c'est d'être entré extrêmement tôt sur le marché, donc en 2021, pour être positionné comme un leader du marché sur la thématique. Et l'ADN assez fort de l'entreprise, c'est que depuis le début, on travaille avec les premières mondiales qui se font au niveau des différents chantiers navals, au niveau des ports, les premières études. On est systématiquement sur les démarrages de projets. Et c'est vraiment un ADN qu'on essaye de garder, puisqu'au bout de 10 ans, 15 ans, la réputation se construit là-dessus en se disant « Ah, mais eux, ils étaient déjà là à l'époque ». Quand ça a commencé, donc ils ont suivi cette évolution, ils ont fait des projets, et surtout, on aura des précédents pour ces futurs clients de dire « Oui, regardez, la station d'avitaillement là, on a bossé dessus avec les clients, vous voulez estimer notre travail, il est là. » Donc là, c'est vraiment développer le bureau d'études pour être le leader mais en 2030, en acceptant d'avancer avec le timing du marché, de pas vouloir trop speeder pour dire oui, on grossit. C'est bien. Après, il y a le côté peut-être international aussi qui peut être intéressant. On a des sujets. On a un sujet là côté Émirats. On a un chantier en Espagne aussi. On a un client actuel en Italie. Donc, on travaille... Et maintenant que tu maîtrises l'anglais, c'est plus facile. C'est clair. Sinon, c'est la plaie. En fait, j'en serais pas, et la boîte, entre guillemets, on serait pas là sans parler anglais. Même s'il y a des business qui se font en français, on rencontre des personnes entre-temps avec qui c'est... En plus, la plupart des propriétaires sont quand même souvent étrangers. Donc, aussi. Mais, écoute, Camille, je te propose de passer au crible. C'est les petites questions de fin pour toi. Ok. Est-ce qu'il y a une maxime qui te guide au quotidien? Une citation, une maxime? Je sais pas comment la formuler exactement, mais elle est simple et classique en fait. C'est vraiment cette notion de jamais rien lâcher, mais en ayant constamment la résilience et la remise en question. C'est-à-dire de pas aller borner dans un axe en se disant non mais là je veux rien lâcher, non ça fonctionne pas, il y a un truc qu'il faut que je comprenne. Par contre je lâcherai jamais tant que j'ai pas compris par où passer, quel est le bon chemin en fait. Là j'ai pris un mur, ok ça passe par où? Droite, gauche, la fenêtre, en haut, en bas. Il y a une variable que j'ai pas captée qui fait que là je suis face au mur. Comment on fait pour passer et atteindre l'objectif? Donc je pense que ça vient aussi du côté compète et en sport auto, comme on dit, voilà, c'est couteau entre les dents, tu lâches rien et... Jusqu'à ce que toutes les preuves soient là. Jusqu'à ce que le mort s'en suive. Non, j'avoue que c'est un peu en équitation, en fait, c'est pas compliqué, tu tombes, on te dit, on appelle les pompiers, non, ok, tu remontes et tu continues. Mais pourtant, tu t'es peut-être pété une côte ou tu t'es fait mal mais si c'est pas assez grave pour qu'on appelle les pompiers, c'est comme ça. J'ai fait de la danse petite aussi pendant 12 ans. Et à la fin, j'en étais à 10 heures par semaine. Et pareil, tu te fais mal, mais t'as quoi? Tu peux te relever, tu peux... Ouais, allez, on recommence. Ouais. Et en fait, je pense que ça m'a forgé ce côté de... en fait, tu lâches pas, quoi. C'est tout. Par contre, et je pense que ça vient aussi de l'équitation, toujours de remettre en question. Dire, ok, je repars de zéro, feuille blanche, qu'est-ce que j'ai pas compris? Il y a un truc... Donc c'est dur, tu vas te faire mal, mais tu vas y arriver. Alors, tu vas trouver la solution. Ouais, clairement. Okay. Il y a une solution à tout. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète de manière générale? Quelque chose dont tu as peur? Je vais dire, mais c'est tellement classique, mais quand tu montes un business... t'as pas le backup de la boîte, de toute façon, elle tourne, que tu sois là ou pas, ça changera pas grand-chose et t'as un salaire à la fin du mois. Là, c'est ce que toi, tu rentres. Et le défi que je me suis mise en lançant cette boîte, ce que je te disais un peu tout à l'heure en intro, c'est de dire, il n'y a pas de crédit à la banque, il n'y a pas d'investisseur loufoque derrière, c'est que des revenus clients. Et justement, la boîte existe parce qu'il y a des clients. Et c'est le plus gros indicateur que j'ai de dire, tant qu'on existe comme ça, c'est que ça a du sens, c'est qu'on répond à un besoin marché, même sur un marché naissant. Donc, l'inquiétude, si je puis dire, c'est de se dire, ok, là, on constate que depuis 4 ans, chaque année, ça grossit, chaque année, on a de plus en plus de clients. Très bien, est-ce que ça va continuer comme ça? Mais
je pense, on va dire, une inquiétude légitime quand on monte un business de se dire on n'a pas envie que ça s'arrête, mais en même temps, avec ce mécanisme-là il y a un truc que j'ai pas compris là. Il faut être prêt à se dire aussi, en fait, on est arrivé au bout. Ouais. Et là, il n'y a plus rien à faire. Donc peut-être cette forme-là de se dire jusqu'où je vais être capable pour justement trouver les solutions et s'assurer qu'il y a quelque chose à faire, en effet. Donc ouais, on rejoint un peu ce côté. Je te souhaite pas que ça s'arrête, parce que ça voudrait dire qu'on a baissé les bras sur l'environnement. Complètement. Mais ça va... Ou qu'on est super propre. Ouais, ce sera pas un peu moins probable. Ouais. Non, mais ça va dans le bon sens, mais c'est vrai que toujours ce truc de payer les factures et que ça avance. Donc de pouvoir en vivre et avoir du sens. Ouais, surtout le sens derrière, parce que on peut prendre des contrats qui n'ont pas de sens, mais qui font rentrer de l'argent. Ouais. Et c'est une question de curseur. Ouais, c'est vrai. Faire des choix. Exactement. C'est plus dur de tenir le sens, clairement. Ça, je te le dis, de contrats qui ont été refusés où ça aurait pu être plus simple. Mais ça n'a pas de sens derrière. Pas été aligné. Bah non, en fait, tu peux pas prôner un sujet si derrière t'es financé par des contrats clients qui n'ont ni queue ni tête et qui sont à l'antipode de ce que tu veux faire. Donc c'est plus dur, ça prend plus de temps, vraiment. Mais je reste convaincue qu'à l'issue, c'est pour le meilleur. Ouais. Et qu'il faut passer par justement ces années de c'est plus lent, c'est plus long, le marché il est en train de se structurer, mais c'est en étant là aux côtés de l'industrie qu'il y a le meilleur avenir derrière. Est-ce que tu as une croyance controversée? J'ai un peu ce côté où justement je bosse sur des sujets de décarbe, mais en ayant cette passion de mécanique derrière. Alors, moi, tel que je le vis, c'est que ça m'apporte énormément, parce que du coup, je comprends ces enjeux, ni sous un angle commercial, ni politique. Ouais. Je les regarde avec un œil ultra pragmatique. Ta question sur les moteurs à combustion, je ne peux pas dire c'est une superbe idée d'arrêter les moteurs à combustion interne. Tout simplement parce que avant d'en arriver là, on a des solutions intermédiaires qui permettent de limiter leur pollution. Ouais. Et l'environnement, c'est une question d'analyse du cycle de vie. C'est pas une question de one shot. Il faut comprendre tout l'écosystème. Exactement. Et en fait, quand tu parles de ça, un moteur qui existe dans un bateau existant, je suis désolée, mais ce qui a le moins d'impact, c'est d'avoir un carburant moins polluant. Ouais. Et que ce carburant moins polluant n'ait pas été fait d'une façon aberrante, évidemment. Donc c'est vrai que j'ai ce... Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a reproché? De se dire, attends, elle va faire du karting là, avec sa mécanique tous les week-ends, et à côté de ça... Reproché, non. On m'a posé la question en me disant, mais du coup... Et en fait, c'est pour ça que j'y pense là, c'est ma réponse de dire, mais cette expérience-là de vie, j'ai les mains dedans. Enfin, j'avais, parce que je viens de quitter le team, les mains dans la méca, dans les fonctionnements, dans les enjeux de qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, le kart, c'est tout petit. Hein. Moteur de kart, ça fait 100 cm3. Ah ouais. Comme ça. Okay. Donc, c'est sur une petite application. Mais les mécanismes de raisonnement, c'est les mêmes, peu importe la taille derrière. Donc, d'avoir les mains dedans, au contraire, en fait, je suis au plus près de qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et cette philosophie-là, c'est ce qui fait vendre aux clients. Okay. Parce que justement, je leur dis, voilà, paillette, je suis incapable de le faire. C'est pas possible, ça n'arrivera pas. Par contre, d'être réaliste sur un potentiel, ça on fait. Là, tu le vois. Et c'est vrai que rarement, mais j'ai eu la question de, mais du coup, c'est un peu... Mais j'avoue que je le vis pas comme ça. Non, et puis, on peut pas être... parfait, surtout. Ouais, chacun, et puis le karting, c'est une niche. Le niveau de pollution d'un kart sur le. Quand on regarde les volumes de pollution mondiaux, par exemple, l'industrie, on est à 45% de la pollution mondiale. Le maritime, on est à 3%. Le yachting là-dedans, on est à 0,1. Ouais. Le karting dans la pollution mondiale, je sais même pas si on a un chiffre. Donc, si tu veux, il arrive un stade où il faut aussi, je pense... En fait, tu pollues plus à aimer faire du shopping et aller chez Primark. Tu pollues plus en achetant sur Temu voilà, c'est ça. qu'en faisant un petit championnat avec des réservoirs de 5 litres. Enfin, on en revient à... Mais je pense que c'est pas une question juste de mentalité, de pragmatisme, de dire on parle de quoi. Enfin, c'est lilliputien, en fait. Je vois. Non, mais t'inquiète. Par rapport à ce que ça apporte... derrière, quoi. Et si tu devais parler d'une rencontre, il ne devrait y en avoir qu'une seule, qui a marqué ta vie?
il y a une personne, enfin une femme, que j'ai rencontrée au tout début du projet, et ça a été c'est la directrice des affaires maritimes de Monaco. Et en fait, et c'est drôle parce que j'en parlais hier soir avec des amis, quand j'ai rencontré cette personne, c'était au tout début du projet, et en discutant avec elle, de suite en me présentant, je dis voilà, écoutez, c'était à Monaco, donc je lui dis moi je suis varoise, je suis originaire de Sifour-les-Plages, mais ce que je fais tout le temps en fait, de pas se perdre dans quelque chose qui est pas nous en fait. Et on discute, et puis d'un coup, je lui parle des sujets de la boîte, puis elle m'arrête, elle me dit mais vous êtes d'où de Sifour? Une fois, 2 fois, 3 fois. Non, je dis excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème? Je me dis peut-être qu'il y a un souci quoi. En fait, pas du tout. Elle est de Sifour aussi. Et cette anecdote, on va dire, de parcours, elle a enfoncé le clou sur le fait de, peu importe où on est, ce qu'on fait, où on va, parce que Monaco, il y a tout un sujet de ce que j'appelle se perdre dans Monaco, sans ouvrir de débat là-dessus. Peu importe au stade où on en est, peu importe qui on a en face, vraiment. Parce que directrice d'affaires maritimes, ça reste quand même un standing dans les sujets maritimes. Bah en fait, de rester juste ce qu'on est et d'être totalement aligné avec d'où on vient, ce qu'on fait, ce qu'on veut faire, c'est là qu'on fait les plus belles rencontres. C'est vrai. Et cette femme m'a fait la première lettre de soutien de la société, qui m'a ouvert des portes derrière. Et depuis, on a créé une super relation où il y a un respect énorme et où justement on garde cet ADN de... On a beau parler de sujets qui sont relativement avancés, voilà, de décarbe, où il y a des enjeux derrière. Il y a cette espèce de connexion de, humainement parlant, on reste aligné sur nos valeurs. Et ça a été un joli signe, on va dire, dans la vie, un joli clin d'œil où je me suis dit, ouais, en fait, t'as ce côté peu brut de décoffre de, bah ouais, c'est comme ça, et enfin, live quoi. Je vais pas commencer à prendre des... Enfin, non. Okay. Et quelque part, ouais, elle a confirmé ça sans le vouloir, hein, de dire, ouais, reste là où t'es, reste ce que t'es, et garde cette ligne parce que c'est là que tu fais des belles rencontres où, en ne le faisant pas, on se serait peut-être pas rendu compte de ça, et on n'aurait pas eu ce lien qui se crée. C'est chouette. Qui se crée derrière. Mais écoute, Camille, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec nous et tous ces sujets passionnants de mécanique et de yachting. Merci à toi. Et en tout cas, je te souhaite que le business fonctionne bien, que les yachts, les ports, les gouvernements prennent le pas sur la protection de l'environnement, et on se retrouve en 2030. Complètement, on fera le bilan. Ça marche, merci. Je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Si vous vous êtes senti grandi à la fin de cet épisode, et c'est ce que je souhaite profondément, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à me contacter directement pour me donner vos feedbacks ou encore pour me proposer des personnalités extraordinaires dont vous auriez envie de tout savoir. Je serai très heureuse de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. À très bientôt.